Regard sur la République démocratique du Congo est une émission de Makolo Digital Radio-Télévision qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Aujourd'hui, nous avons préparé un thème très intéressant pour vous, à savoir dialogue national inclusif, changement de la Constitution, quelle voie pour la République démocratique du Congo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les internautes qui nous suivent de partout et amis de Makolo Digital Radio-Télévision dans l'émission Regard sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets qui font beaucoup réagir en République démocratique du Congo, à savoir le changement de la Constitution et le dialogue national inclusif. Le président Félix Antoine Tshisekedi a ouvert la porte à l'idée d'un dialogue national inclusif, et notamment après les échanges avec les responsables de confessions religieuses le mois dernier, c'est-à-dire au mois de juillet. En même temps, le débat sur un éventuel changement de constitution reste au centre de débats et de l'actualité congolaise. Ces deux questions sont liées. Elles posent une interrogation essentielle. Comment construire des institutions plus solides, plus justes et plus acceptées par tous les Congolais? Faut-il commencer donc par un dialogue national inclusif? La Constitution de 2006 doit-elle être révisée, remplacée ou simplement mieux appliquée? Comment éviter que ce débat ne devienne une nouvelle source de tension entre le pouvoir, l'opposition et la société civile congolaise? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Dominique Kabongo, un politicologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait les sciences politiques à l'Université Yale du Canada à Toronto. Il est un acteur politique actif et surtout, il est responsable d'une institution appelée DDK et il va nous en parler. Bienvenue dans Regard sur la République démocratique du Congo, M. Dominique Kabongo. Merci de me recevoir encore, M. Don Kayembe, dans Makolo Digital Congo. C'est vrai qu'on est peut-être à notre 4e volume aujourd'hui, donc c'est toujours un plaisir de revenir. Une dédicace en sigle, donc ça, développement direct pour le Congo, Congo avec un K. Sa philosophie politique part du point toujours en fait, des 13 fondateurs, 52 pages. Quand quelqu'un lit ces 52 pages, il va se rendre compte que les griefs qui ont été posés à l'époque sont toujours d'actualité aujourd'hui. DDK, je peux dire, c'est le produit raffiné et à l'IDPS, on a été le produit brut, si je peux dire, pour simplement dire simple. Oui. Ok, merci pour ces backgrounds. Monsieur Dominique Kabongo, avant qu'on ne décortique notre sujet du jour, je voudrais un peu qu'on parle un peu de ce bruit sur les réseaux sociaux. Vous êtes un homme avisé en politique et vous suivez la politique congolaise de plus près. Il y a beaucoup de bruit là où nous avons laissé sac avec M. Christian Bossombe, qui est le chef. Il menace d'interdire TikTok sur la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en savez? Ouais, j'ai vu comme tout le monde. D'ailleurs, je suis tombé sur cette vidéo hier. Je trouve un peu que c'est un peu banal. En fait, ce que je trouve très dommage je peux me permettre d'appeler, ce n'est pas une manière d'être paternaliste, mais on se situe dans le temps. Les Bossembe sont des arrivistes, ce sont des jeunes frères qui semblent se perdre. L'élément le plus important lorsqu'on entre aux institutions publiques et même dans la vie politique, c'est toujours avoir des éléments de référence. Pour parler de ces TikTok-là, tout d'abord, je vais revenir sur ce que je déplore. D'ailleurs, je vais revenir aussi sur la concernée qui est notre première dame, Denise Dakarou, l'épouse de Félix Tshisekedi. Mais je dirais donc que Boussembe, ce n'est pas en fermant TikTok qu'on va résoudre le problème ou fermer les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication que nous utilisons tous.
Et ce que vous mettez dedans, c'est ce qui va ressortir. Je crois que cette réaction de déplorable qui est arrivée remonte d'un problème qui est beaucoup plus loin, qui n'a rien à voir avec TikTok. TikTok, ce n'est qu'un vecteur de communication. Donc fermer TikTok, c'est pas ça le problème. Il faut plutôt aller à la racine du problème. Il faut se rendre compte qu'il y a des gens qui ont banalisé malheureusement les responsabilités des institutions de la République. Et je crois que la première dame devrait quand même voir les conseillers qui l'entourent et quelle image elle voudrait projeter, parce que c'est là le fond du problème. Ce n'est pas TikTok. Pour dire que le problème, en fait, c'est qu'on a banalisé les institutions. Et je crois que nous nous sommes plus ou moins écartés sur un point de vue méritocrate et nous sommes allés plus dans la guerre des clans. Vous avez des gens qui... Moi, le phénomène, en fait, simplement pour utiliser un article simple, un adjectif simple, c'est la wingétisation de la vie politique. C'est ça. Mais c'est ça, c'est ce que vous voyez. Regardez comment les chefs d'orchestre chez nous se règlent des comptes par l'heure. Petit Abitinda, les personnes interposées, leur Atanaku qui sont les répondants. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, la transportation de ces méthodes malveillantes dans la vie Bon, politique. maintenant, il faut aller à la source. Il faut déraciner le mal. Ce n'est pas le TikTok, parce que combien de gens ont des TikTok au Congo? Pas beaucoup. Et les bévues qu'on est en train de suivre, parce que moi, je ne les suis pas personnellement, ça vous le savez bien, moi, je ne suis pas des bêtises, à moins que quelqu'un me le recommande. Est-ce qu'on ne peut pas, parce que la plupart sont à l'extérieur, ce sont les gens qui ont des mégas, qui ont la communication, comme toujours. Bon, maintenant, le problème au Congo, beaucoup de gens n'ont pas ça, ils ne suivent pas pendant très longtemps, à part ceux-là qui sont au pouvoir, qui ont de moyens pour acheter les mégas. Encore une fois, faut-il réglementer les responsables qui payent ces gens-là, qui s'attaquent aux autres, ou bien il faudrait fermer le TikTok qui n'a pas beaucoup de clients au Congo, pour être sincère. Non, il faut aller à la racine du problème, comme vous avez dit. Et la racine du problème, ce sont les personnes malveillantes qui payent ces gens-là. Il faut des mesures extrêmement draconiennes, punitives même, vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que c'est quand même pas possible, si on se fie à ce qu'on entend, qu'on paye des sommes de $3 000, 3 000 €, 2 000 300 euros 000, 300 400 000. pour des gens qui passent leur temps sur l'Internet à venir nous balancer tout ce qu'il faut balancer, qui est de travers. Est-ce que les Congolais oublient, en fait, c'est quoi? C'est que le vecteur, la communication, c'est l'image du pays. Alors, comment on va vous prendre au sérieux? Parce que tous les jours, vous êtes là, tout ce qu'on voit, c'est des histoires à dormir debout. Finalement, on est où? Dans la jungle, dans l'anarchie. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des mesures punitives. Donc, pour Bosembe, au lieu de s'attaquer et chercher à fermer TikTokers, non, rediriger ces choses vers on Les peut dire, sponsors. les sponsors. Voilà. Quand les gens ne sont pas payés, ils s'énervent maintenant, ils sont des électrons libres, ils commencent à s'attaquer à leurs mentors, ceux-là qui leur donnent de l'argent. Comme ils ne donnent plus, maintenant on commence à s'attaquer à la personne. Donc il faut réglementer cette histoire-là. C'est très déplorable et bon, également, la première institution de notre pays, c'est la présidence. Et Non, l'institution, c'est le président qui est institution, pas la présidence. OK, les, monsieur Kabongo, évoluons, revenons à notre matière, c'est très important. Bon, ça c'était by the way. Alors, revenons sur le problème de dialogue. Le président de la République a accepté en principe qu'il y ait un dialogue national inclusif. Mais concrètement, où en sommes-nous à ce jour? Peut-on déjà parler d'un véritable processus de dialogue alors qu'un acte officiel de convocation n'est pas encore rendu public? Est-ce qu'il faudrait vraiment parler qu'il y a espoir que ce dialogue puisse se tenir, monsieur Dominique Abongo? non, moi, pour ma part, je sais que le dialogue aura lieu. Tout simplement, je me base sur ces faits. Euh, le fait que jusqu'à présent, on nous dit qu'il n'y a pas moyen de faire des élections en 2028. Et par conséquent, si les élections à 17 mois où nous sommes ne sont pas possibles,
il faudrait trouver un cadre juridique pour que le président ne tombe pas dans l'illégalité. Donc, le dialogue se fera. Quel dialogue se fera-t-il? Ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, nous plaidons pour un dialogue inclusif pour pouvoir régler, du moins parler que les Congolais se parlent en profondeur et se disent des vérités en face. Parce que c'est vrai qu'on est, je crois, à notre 49e dialogue, si je m'abuse, celui qui va venir. Donc vous faites 49 sur 66 ans d'indépendance, il y a véritablement un problème. Donc c'est un dialogue chaque 15 mois, plus ou moins en moyenne. Il faut tout le temps se parler. Donc, il y a véritablement, ça ne peut pas devenir un mécanisme d'accompagnement de la gestion de la société. Non, la République ne se gère pas comme ça. Donc, si il faut parler cette fois-ci, il faudrait véritablement qu'on puisse élaguer tous les problèmes qui posent vraiment les problèmes de fond, hein, en matière de gestion, en matière... Les problèmes qui bloquent le fonctionnement correct de la République pour partir. Ça, c'est même un fondement de base pour que notre République puisse Non, non, décoller. parlons un peu, parce que je vais vous prendre le mot là. Est-ce qu'il faut vraiment un dialogue? Y a-t-il un problème institutionnel au pays pour qu'il y ait encore un autre dialogue, qui est un dialogue de trop? Vous en avez compté qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on en a besoin seulement? On en a besoin pour deux choses. La première chose, nous avons La une... réponse d'abord, oui ou non? Oui, j'ai dit, on en a besoin pour deux choses. Vous Oui, m'écoutez bien? Vous me oui, captez bien? Oui. oui. On en a besoin pour deux raisons, donc je me répète encore. La première, c'est que nous avons une crise sociale qui a déversé, qui a dégénéré, qui s'est dégradé jusqu'à ce qu'elle est devenue une crise sécuritaire. Je commence avec, je m'explique avec la dernière. Nous voyons, nous avons vu l'insécurité qui, 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 qui règne à l'est Est-ce que de... c'est un problème des institutions? Attendez, j'ai parlé de deux choses, crise sociale et crise sécuritaire. Bon, alors, s'il y a crise sociale, Il y a- il y a- en quoi un dialogue peut résoudre cette crise sociale? la crise sociale se trouve où on observe Mhm. dans le chef-lieu des citoyens congolais ou tout au long des institutions une certaine marginalisation et un certain népotisme. Un népotisme qui frustre. Ce sont des pratiques qui ne remontent pas d'aujourd'hui, mais elles sont plus prononcées aujourd'hui. Et ça frustre la majorité des citoyens plus ou moins. Et dans cette frustration, les gens se sentent délaissés. Je prends un cas simple. Vous et moi, nous avons fait le Katanga, nous connaissons simple. Euh, Prenez le Katanga. Aujourd'hui, vous retrouvez dans tout chef de gestion à tout niveau des non-autochtones, précisément des personnes kassayennes. Vous voyez, donc, est-ce qu'on essaie de nous expliquer, en ce cas-là, qu'on ne peut pas trouver des Katangais locaux qui peuvent aussi faire un travail tout aussi efficace? Qu'est-ce qui justifie tout ça? Est-ce Mais, ça, qu'aujourd'hui... mais ce que vous dites là, c'est grave. Vous soutenez le tribalisme, quoi. Non, je dénonce le tribalisme. Je vais dans le... Non, ce que vous dites là, que le Katangais peut faire ça, pour qu'il soit au Katanga, il faut que le Katangais dirige le Katanga. Ça, c'est je- faux. C'est non, quand les Congolais sont. Un Congolais peut travailler partout où il est. un Congolais peut travailler partout où il est, mais je vous ai dit, lorsque vous regardez toute la chaîne, est-ce qu'on peut justifier, pouvons-nous justifier aujourd'hui qu'à 90%, par exemple, prenons seulement un cas illustrant du Katanga, dans tous les chefs de commandement, on retrouve des noms autochtones. Quel Ça peut... commandement? Quel Non, commandement? non, Quand non, vous que ce avez des soit... gouverneurs qui sont des Katangais, quand même. Je parle même de l'administration. Aujourd'hui, nous Parlons avons... de la. Non, commençons d'abord par la tête. Non, non, ça, c'est très important. Toutes les provinces qu'on a divisées au Katanga, je ne vois aucun gouverneur non originaire. À moins que vous avez un nom et vous le donnez ici. Descendez plus bas dans la gestion même administrative. Alors, on descend, on va au niveau de vice-gouverneur, aucun. Descendez même plus bas dans la direction commune. Et puis, bon, si vous voulez me parler au niveau du Katanga, au niveau de mairie, il n'y a que
une commune, je pense qu'il y a une maire non originaire, une femme là. Et puis, vous avez le président de l'Assemblée provinciale qui n'est non originaire. Tout le monde, de fond en comble, sont des originaires. C'est parce que vous... Est-ce qu'on Pardon? peut on peut parler d'harmonie, par exemple, là-bas? Et qu'est-ce qui provoque toute cette grogne, alors? Grogne sociale au Katanga. Est-ce que vous pouvez me dire que le gouverneur de Kinshasa, il est originaire du Non, Kinshasa? non, non. Permettez-moi, restons. Comparaison n'étant pas raison. J'ai parlé d'un cas spécifique pour dire qui illustre exactement la frustration que nous ressentons aujourd'hui dans la crise sociale. Parce que si nous cherchons à épingler un cas par rapport à un autre, bon, on va passer toute l'émission à donner des cas. Mais Non, non, parce certainement, que tu as évoqué ça, il ne faut pas laisser passer. C'est ce que les fauteurs en trouble, enfin, les gens là qui n'aiment pas le Congo, ça il faut le dire, ils sont en train d'évoquer. J'ai suivi aujourd'hui là, quelqu'un là qui a fui le Congo, il n'a pas été menacé, il a attaqué les forces du progrès, malheureusement, de triste mémoire. Il a attaqué ces gens-là, il a fui, il est en Belgique. Il dit non, Tshisekedi est tribaliste. En quoi Tshisekedi est tribaliste? Puisque qui ne sait pas, je ne suis pas là pour défendre l'indéfendable, qui ne sait pas que l'UDPS à un certain moment, tout le monde a quitté l'UDPS et on appelait l'UDPS parti des Kassaïens. Maintenant que l'UDPS est au pouvoir, et avec les gens qui ont soutenu le parti, qui sont des Kassaïens, maintenant, aujourd'hui, ils dirigent quelques institutions. En quoi cela devient un tribalisme? Puisque tout le monde avait quitté l'UDPS, disant que vous êtes des tribalistes. Bon, maintenant, ils sont restés là-bas, ils ont fouetté, ils ont eu ce qu'ils ont eu. Et aujourd'hui, on l'appelle président Tshisekedi, tribaliste. La première ministre n'est pas kassaïen. Les deux chambres du Parlement ne sont pas dirigées par les kassaïens. Euh, enfin, presque toutes les institutions, du moins, ne sont pas dirigées regardez par les les listes. kassaïens quand même. D'accord. Regardez les listes des mandataires. Allez-y. Bref, si vous voulez faire une Non, analyse non, spécifique, nous parlons des grandes institutions. Nous parlons d'abord de la présidence, nous parlons de deux chambres du Parlement, nous parlons de la Banque centrale, nous parlons de la justice, nous parlons de l'armée. Ce ne sont pas les Kassaïens, qu'on se le dise. Il ne faut pas mordre l'hameçon. non, vous pouvez parler tout des grandes institutions telles que vous dites, mais les grandes institutions ne dirigent pas tout. Si vous regardez au niveau mandataire, c'est une autre histoire. Donc, Ok, alors évoluons, puisque ça, on va parler d'autres choses. Maintenant, dites-nous exactement, bon, en dehors de ce que vous dites là, par exemple, au Katanga, qui a deux, trois personnes qui ont pris certains postes que vous pensez que ça devrait revenir au Katanga. Bon, ok, on vous les moi, consent. je Alors, suis donne-moi une autre crise sociale qui demande qu'on puisse avoir ce que vous appelez dialogue national inclusif. Quelle est la raison? ben, la crise sociale, c'est ce qu'on entend aussi, le panier aménageur des Congolais qui est complètement Il tout. faut un dialogue pour ça, M. Kabongo. C'est ce que je te demandé, moi. Écoutez-moi, monsieur. OK. Vous avez un gouvernement, il a un régime pendant 8 ans, d'accord? Oui. Gère, malgré ses difficultés, il gère comme il le gère. Vous regardez les acteurs de ce régime de première ou deuxième, troisième tiers, même si vous voulez, on a parlé des réseaux sociaux ici, qui se comportent, qui touchent, je ne sais pas, des commissions, ou je ne sais pas comment ils touchent leurs argent, qui, qui vivent la vie du bling-bling. Pendant que vous avez les simples enseignants, parfois fonctionnaires, qui ne sont pas payés. Et vous avez le citoyen lambda, la dame qui essaie d'aller au marché, qui n'arrive pas à nouer du 1er au 30. Vous ne sentez pas qu'il y a un degré de frustration dans ces gens-là? Et Je que, suis d'accord avec vous, M. Kabongo. Je dis, est-ce qu'il faut un dialogue pour ça? mais laissez-moi terminer. Et lorsque ces personnes n'ont aucun moyen à qui recourir, parce qu'ils ne savent pas parler, ils commencent à grignoter. Et que décidément, la pauvreté en elle, qu'est-ce que la pauvreté, la frustration provoque? Ça crée des frustrations et des regains tribaux auxquels nous assistons aujourd'hui.
Or, lorsqu'il y a un cadre où les gens peuvent se parler, élaguer leurs frustrations, je crois que ça permet à la société d'avancer. Toutes les sociétés ont des problèmes, mais ils ont des canons par lesquels ils arrivent à pouvoir régler leurs différences et avancer. Mais ces canons-là, ça existe, ou ce cadre-là, c'est quoi? Ce sont des dialogues. C'est un dialogue. Maintenant, si, comme vous dites, c'est un truc, on va faire un fourre-tour où on amène tout le monde et n'importe qui, bon, pour faire plaisir à d'autres ici et On là. va arriver là-bas, on va arriver là-bas. Monsieur, je voulais savoir d'abord, est-ce qu'il fallait-il le dialogue, parce que vous dites qu'il y a crise sociale et puis vous dites crise sécuritaire. Bon, en quoi la crise sécuritaire demande qu'on puisse avoir un dialogue intercongolais inclusif? Parce que les Congolais sont en droit de savoir pourquoi cette guerre perdure à l'Est. Et les Congolais... Personne ne peut prétendre ne pas le savoir au Congo. Même les étrangers ils en parlent. On sait que c'est Kagame, l'hégémonie rwandaise. Ok, laissez-moi vous poser cette question. Lorsque vous êtes un citoyen lambda, vous avez vu les dernières nominations des militaires? Je vous donne les cas. Moi, vous êtes Congolais, vous et moi, vous dites, mais cette guerre doit nécessairement s'arrêter. Pourquoi elle ne s'arrête pas? Et vous voyez Mbanza qui vous sort une nomination où vous retrouvez un officier du nom de Olivier Gassita. Quelqu'un qu'on a refusé, on a recusé sa nomination à l'Est parce qu'il est accusé, selon ce que cela dit, d'avoir participé à la tombée de Goma et Kivu. Aujourd'hui, où est Gassita? Gassita contrôle 9 provinces. Est-ce que vous serez surpris demain que ces provinces tombent, dans le Katanga, le Kasaï? Comment une personne qui est déjà remise en cause, on peut la nommer à une position telle qu'elle? Et là, les Congolais n'ont pas le droit de se poser des questions. Ils se disent, mais attends, nous, si on se bat, on veut que cette guerre se termine. On nous met des sujets controversés comme ça. Mais c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on cherche vraiment à ce que cette guerre se termine ou on ne comprend rien? Ça, c'est un cas le plus flagrant qui est arrivé en moins de 24 heures ici. 48 heures. Encore ma question revient. En quoi cela demande-t-il une conférence ou un dialogue intercongolais inclusif? Le M23, au début, lorsqu'il quitte Kinshasa, vous et moi, on a parlé de ça, je crois, il y a 2-3 ans. Leur chef dans leur cahier des charges, il nous disait, bien qu'il a évolué, soit, ça c'est un autre débat, mais leur chef d'accusation était, leur cahier des charges, permettez-moi, fut, selon ce qu'il nous disait, qu'il y avait une entente avec le président de la République, qu'ils ont cité, pour dire qu'il fallait l'intégration du M23 dans l'armée. Donc un brassage, ce que les Congolais ne veulent pas. Et il s'agissait de quoi? De faire 3 brigades. Une qui allait s'occuper de la sécurité du chef de l'État, une qui allait retourner dans le Massissi pour combattre le fameux problème du FDLR, la troisième serait à Kibomango dans le Bas-Congo. Donc aujourd'hui, ils sont repartis, ils ne se sont pas entendus à Kinshasa après 14 mois, ils font la guerre. Bon, les Congolais ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand on pose des questions, on sait que ça fait 8 ou 9 rencontres qu'ils ont eues dans le processus de Doha. Mais pourquoi les Congolais ne peuvent pas savoir de quoi discutent-ils exactement à Doha? Les Congolais sont dans le droit de savoir puisque c'est les Congolais qui meurent. La population du Kivu, là, on parle de 8% plus ou moins de notre population, qui est prise en otage, assiégée. Du jour au lendemain, s'est retrouvée assiégée. Donc, ils n'ont pas le droit de savoir qu'est-ce qui leur arrive, tout comme nous autres Congolais. Alors, pourquoi eux devraient continuer à discuter à Doha en aparté? Nous ne savons ni tenant ni aboutissant, mais on dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, lorsqu'on parle des problèmes de fond, ce processus-là devait être intégré avec toutes les autres griefs, qu'on parle, qu'on sache de quoi s'agit-il. Qu'est-ce qui se discute exactement à Doha? Puisque vous conviendrez que vous et moi, comme tout Congolais, on en a marre quand même de cette guerre. Mais enfin, je comprends les griefs, mais ce que je continue à insister, pourquoi cet aspect-là nécessite un dialogue. Bon, alors là, on avance. Bon, maintenant que nous parlons de ce dialogue-là, que vous voulez tous, et tout le monde veut que le dialogue ait lieu, peut-être sans moi, je ne suis pas d'accord.
Ce qui est Euh, votre droit. Ce qui est votre droit. Il y a une frange des Congolais qui n'y voient pas la nécessité. Si nous Mais ça ne va devons... pas terminer la guerre. Vous allez vous réunir pendant une année, comme à la conférence nationale souveraine d'antan, pendant une année et demie, la guerre ne va pas se terminer jusqu'à ce qu'on va trouver ce qui est équivalent à la guerre. La guerre se termine par la guerre. Quand vous allez négocier, donc on vous demande qu'est-ce que vous amenez à la table. Si vous allez bras croisés, non, non, nous demandons que donc Ayembe quitte. Alors là, vous croyez que vous êtes dans la prière où un pasteur va prier pour que le Satan quitte, ça ne quittera pas. La guerre, on va avec le contrepoids à la table des négociations. C'est ce que nous voyons par exemple entre l'Ukraine et la Russie, c'est ce que nous voyons entre l'Iran et les États-Unis. Si vous n'avez pas quelque chose en contrepartie devant votre adversaire, dites-vous que vous allez faire des années en train de parler au moment où la population est en train de souffrir. On avance, Monsieur Dominique Kabongo. Maintenant que nous voulons ces dialogues-là, ou vous voulez ces dialogues-là, mais il n'y a pas jusque-là un document du président qui autorise que ce dialogue-là puisse commencer. Et quand ça commence, c'est un processus. Si ça commence aujourd'hui, il faudrait des consultations, il faudrait l'ordre du jour, et c'est cela. Maintenant, cette loi du président n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la loi traîne parce que le cadre pose encore problème. C'est juste, vous comprenez. Donc, je n'étais pas dans les discussions de... Vous et moi, d'ailleurs, n'étions pas dans les discussions de la CNCO et le président de la République. Mais moi, je sais que la CNCO consulte déjà de manière officieuse Très bien, de manière officieuse, puisque pour que ce soit officiel, ils sont il allés vite, faut... puisqu'ils en avaient besoin, ils sont allés vite, puisque personnellement, je pense qu'ils doivent attendre d'abord l'acte leur disant, OK, allez-y maintenant, trouver les... Donc d'abord, vous consultez qui, pourquoi? Puisqu'il faudrait d'abord qu'on définisse qui va prendre part, qu'est-ce qu'on va discuter, où et quand. Donc ce sont les histoires qui devraient d'abord se faire en amont avant de consulter. Là, je peux vous le concéder sur ce point de vue-là, parce que le cadre pose encore problème. Le cadre pose problème. Qu'est-ce qu'on définit par dialogue inclusif? Vous avez deux courants de pensée qui sont complètement différents. Donc, le cadre pose problème. Bon, encore une fois, s'ils avaient un terrain d'entente qu'ils ont discuté entre, là, je dis, la CENCO et le président de la République, nous n'étions pas dans ces assises-là, mais le cadre pose problème. C'est pour ça que cette ordonnance ne sort pas encore. Voilà. Maintenant, au cas où ce dialogue-là s'est tenu, selon vous, M. Dominique Kabongo, qui doit prendre part? Et ça doit se tenir où pour que ça soit réellement congolais? Et Ça, c'est aussi, si vous pouvez ajouter quelle matière vous pensez, distinctement, quelle matière vous pensez qu'on doit aborder? ça, c'est mon point de vue, personnellement, ma part. Moi, le dialogue qu'il ait lieu au Congo, ça ne me dérange pas. Parce que, de un, je n'ai pas de grief avec qui que ce soit. Le gouvernement ne peut pas m'interpeller dans une histoire à dormir debout, donc je n'ai pas été condamné à mort, donc moi, je parle au Congo quand je veux. Donc, le dialogue peut se tenir au Congo. Certainement, puisqu'il ne s'agit pas maintenant seul de moi, vous avez certains acteurs dont nous voulons qui viennent à la table pour savoir pourquoi ils continuent à prendre les armes et faire couler le sang du peuple congolais, qui disent que si, et ils sont même condamnés, ils ont des condamnations sur eux, qui se disent que si ils viennent à Kinshasa, se tient à Kinshasa, bon, eux vont se faire arrêter. Donc, il y a moyen de trouver un autre endroit. Par exemple, je peux citer l'Angola, qui est déjà beaucoup avancé dans ses médiations. Le président Lorenzo pèse beaucoup dans cette histoire. Il a beaucoup d'expérience de la guerre qu'ils ont connue avec l'UNITA. Apparemment, il a jeté l'éponge. Hein? Oui, certes. Il a jeté l'éponge face à la frustration et les non-décisions de départ et d'autres. Il y a des gens sérieux ne peuvent pas, quand ils cherchent à régler un problème de fond, s'arrêter au saut d'humeur des uns et des autres. Et ça, c'est un président sérieux. On lui a amené un problème, il voudrait régler, arrêter cette hémorragie parce qu'il sait que si ça déverse mal, lui va en pâtir étant notre voisin. De la même chose avec, je peux Le dire, Burundi.
le Burundi, Congo-Brazzaville. D'ailleurs, le président Ndayishimiye l'a bien évoqué. On pourra peut-être toucher ça. Voilà. Donc, nos voisins sont extrêmement crispés parce que cette situation aura des effets dominos sur leur pays respectif. Donc, je pense que le cadre on peut trouver un terrain d'entente. Je crois que si le président Lorenzo sent qu'il y a du sérieux, il peut peut-être s'ouvrir. Si l'idée il reste catégorique, bon, on peut peut-être le faire à Brazzaville aussi. Donc, le lieu, on peut trouver, pour faire bref. Pour ma part, je souhaite qu'il y ait fusion, qu'on n'aille pas dans des démarches parallèles. Doha, je voudrais que tout ce qui a été discuté Non, à non, Doha. Dominique, restons dans ce que nous faisons ici. Je vous pose la question. Si aujourd'hui il y a dialogue intercongolais inclusif, qui doit participer, où et quand vous pensez. Soyons distincts, à laisser les histoires qui se font à côté là. Nous parlons de ce que déjà sont de réclamer. Laissez-moi évoluer. Non, non, enfin, ce que je veux, c'est le temps, parce qu'on a perdu beaucoup de temps là. Je ne voudrais pas qu'on parle de Doha, de Washington. Écoutez-moi, laissez-moi terminer. Quand je dis Doha, je parle donc du M23, si vous voulez. Je souhaite que l'AFC M23 puisse participer à ces dialogues, qu'ils nous disent quels sont véritablement leurs griefs. Parce que même leur cahier des charges, il est flou. Moi, je ne le comprends pas. Venez nous expliquer là-dedans. Je souhaite qu'ils soient là. Et ainsi, bien sûr, toute l'opposition qui est un peu disparate, mais on sait quand même, le C64 se sont réunis, ça c'est congolais. L'autre opposition, la société civile. Donc voilà ce que j'entends par inclusivité. Maintenant, au cahier des charges, je viens de lister le premier. Le deuxième point, cahier des charges, je n'ai pas suivi le cahier des charges. Le premier point que je venais de citer, je vous ai parlé de la crise. OK? Et là, vous m'avez demandé quels sont les points qui doivent être retenus. Je suis en train d'en élaborer quelques. Pour ma part, je parle de la Constitution, cette vérité de vouloir changer cette Constitution. Est-il nécessaire que ça se fasse maintenant? Est-ce que ne va-t-elle pas conduire à une autre crise? Est-ce que serait-il nécessaire qu'on puisse surseoir ce projet et chercher à d'abord chercher une cohésion nationale entre Congolais et ensuite revoir et cette constitution. Et pour ma part, je pense que je sais que ça sera l'un des points qui sera retenu. Bon, je ne peux pas donner mon opinion ici puisque vous m'avez donné de lister les points. Donc voilà un peu ce que moi je pense qui sont les grands points. On peut évidemment aborder certaines autres choses. Les élections aussi, on parle, c'est lié quand on parle de constitution et élections, ça va de pair. Ouais. Là, on avance. Ici, on parle de la Constitution, M. Dominique Kabongo. On attend plusieurs expressions, révision constitutionnelle, on entend par changement de la Constitution et il faut une nouvelle Constitution. Quelle est la différence entre ces termes? Changement, révision ou bien amendement, modification et tout et tout. Il y a beaucoup de termes là qui embrouillent les gens là. Donc, changement de constitution, c'est carrément abandonner cette constitution pour une autre. Total. Révision de constitution, c'est-à-dire qu'on améliore certains articles, on les révise et on cherche à les améliorer. Ici, on appelle ça des amendements. Donc, amendement, c'est amélioré, mais c'est les ajouts. Ce sont les ajouts, non? Ajout en reformulant. C'est une reformulation. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle de modification. Bon, certains diront modifie. Donc, ça va de pair. Et tout cela se regroupe dans le chef-lieu de révision. D'accord? OK, maintenant, pour Dominique Kabongo, s'il faut toucher la Constitution, faut-il la réviser ou bien la modifier? La réviser, bien sûr. Il y a certaines choses qui peuvent être révisables. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a pas d'opposition pour ça. Mais le changement, pour Dominique Kabongo, pose problème, compte tenu du timing dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, pour Kabongo, il ne faut pas remplacer la Constitution actuelle. Il faut la garder. Pour Kabongo, c'est exact.
il ne faut pas remplacer la Constitution actuelle. Certes, elle peut être amendée ou révisée, il n'y a pas de problème. Parce que la même Constitution, cette loi fondamentale, prévoit les dispositions pour une révision de certains articles. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Dominique Kabongo, pas de changement de constitution, la révision est envisageable. Alors, quels sont les points faibles de la constitution actuelle vis-à-vis des points forts de cette même constitution? Les faiblesses dont je peux en lister deux. La première, l'article 10, qui donne une certaine ambiguïté par rapport à Double la nationalité. double nationalité. Je crois qu'il faudrait reformuler ce texte. Je ne comprends pas pourquoi nous voyons des binationaux partout sur la République. Même l'équipe de football qui nous a représentés à la Coupe du Monde, ils étaient des binationaux. Donc, même au gouvernement. Même au gouvernement. Donc, ça y est, pratique commune. Donc, c'est inutile de continuer à entretenir le flou sur cette chose. Et Congolais, donc l'irrévocabilité de la congolité devrait être clairement définie sur ce point-là. Donc, ça, c'est la première faiblesse. La deuxième? La première faiblesse. La deuxième faiblesse, c'est que c'est les élections présidentielles. Les élections présidentielles qui sont remises à un tour. C'est très difficile pour... je ne pense pas que c'est suffisamment solide. Je crois qu'il faut remettre deux tours. Au Canada, aux États-Unis, c'est un seul tour et puis ça passe. Hein. Mais au Canada, mais ils ont des primaires. Bon, alors, les primaires se font au niveau de leur parti politique. Ça n'a rien à voir avec le pays. Vu que nous n'avons pas encore adopté ce système de primaire et avancé dans ce sens-là, à quoi servent les deux tours? Supposez, vous allez dans la prochaine élection, vous avez 12 candidats présidentiels. Et en fin de compte, celui qui a le plus de pourcentage n'a que 30% ou 35%. Vous avez un président extrêmement faible parce que tous les autres 11 qui ont eu 10, 15, 5% vont se dire non, il représente un certain, ce qui est vrai d'ailleurs, il représente une certaine portion de l'opinion et de la population. Par conséquent, vous rentrez dans des combines politiques interminables. Vous comprenez? Tandis que vous allez à deux tours et certains s'auto-éliminent directement. Il y a des alliances qui sont faites et au deuxième tour, c'est pour la consécration de la présidence. Je trouve que c'était bien. Et je trouve que ça, c'est des choses qui devraient être prises. Alors, les points forts, je dirais que cette constitution, moi, je trouve que la séparation de pouvoir est importante et qu'elle a été très bien énumérée dans cette constitution. D'ailleurs, si vous regardez, vous comparez la lecture ou l'articulation de ces textes avec même celle qui a été faite à la Conférence nationale souveraine, vous allez voir que dans les attributs de gouvernance sont très bien établis. Vous aviez le Haut Conseil, nous ici, nous avons le Congrès, vous avez la présidence de fait, vous avez le Parlement, vous avez l'Assemblée nationale, vous allez même au niveau de la cour de l'appareil judiciaire, c'est départagé en trois: le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle. Et donc, vous sentez qu'il y a des check and balance partout. Vous voyez? Et ce sont des points qui permettent, avec notre mentalité congolaise, comme nous sommes, on est avidé du pouvoir, avec ces check and balance, ça permet de pouvoir de fait étouffer des velléités, des ambitions démesurées qui n'ont pas lieu d'être. Mais ça existe depuis 2006, mais on continue à constater avec mépris et regret que ce que vous condamnez fait bon chemin malgré ces éléments en place. Mais vous savez pourquoi? Parce que, encore une fois, nous avons un problème de culture, on ne respecte pas les textes, on n'applique pas cette constitution comme elle devait être appliquée. Si elle devait être appliquée comme elle est, je n'ai pas dit que le texte est parfait, mais on aurait moins de problèmes.
Comprenez? Il y a des gens dans leur tête qui se disent que cette constitution, eux, ils sont au-dessus de cette constitution. Et c'est ça le problème. C'est ça. Alors, est-ce que vous pensez, M. Dominique Bongo, que les difficultés de la République démocratique du Congo à avancer, ce sont les problèmes qui sont basés sur l'insécurité, la pauvreté, la corruption, les problèmes de justice et de gouvernance qui sont réellement l'handicap au bon fonctionnement de la Constitution? Le problème qui bloque notre société aujourd'hui, c'est l'homme congolais lui-même. Mhm. C'est dans la mise en application de, de, de l'exécutif, en fait. Vous comprenez? Et vous avez des gens qui accèdent aux affaires, pas pour servir la nation. Ils ne sont pas au service de cette population, ils sont plutôt là pour leur gain de cause personnelle. Et par conséquent, euh, ce qui est très dangereux, c'est que lorsqu'ils ne sont pas redevables à la population, ils se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Donc, le problème qui fait aujourd'hui que la RDC est plaquée au sol, c'est le Congolais lui-même. OK. Vous avez des mandataires. Laissez-moi donner cet exemple. Mhm. Vous avez des mandataires qui vous touchent 30 000 dollars par mois. 30 000 dollars par mois. Et Dans même ce, davantage. ça, tout à fait. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là peuvent vouloir qu'il y ait un changement dans cette République et qu'il y ait un système de check and balance et non, ils vont vouloir qu'on continue dans cette tyrannie parce qu'eux trouvent leur compte avec des salaires exorbitants. Je n'ai pas été du côté du gouvernement et monté là-bas, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un déséquilibre dans notre gestion et c'est fait à dessein parce qu'il y a des gens qui veulent que ça reste comme ça. Comme ça, c'est ça. Alors, Monsieur Kabongo, le débat constitutionnel ramène inévitablement à la question de la limitation du mandat présidentiel. C'est ce que tout le monde est en train de parler. Et pourtant, le président lui-même a dit ne ramenez pas le débat de la révision constitutionnelle au troisième mandat, car il n'est pas quémandeur, à moins que le peuple congolais lui dise de continuer. Pourquoi l'opposition continue toujours à dire rien ne marchera et dans tout ce qu'il y a comme faiblesse dans la Constitution, et ne voient que le troisième mandat du président? Quel est le problème? L'objectif d'un parti politique, c'est de pouvoir accéder au pouvoir et le conquérir et le préserver, donc je ne dis pas le conquérir, mais le préserver le plus longtemps possible. On est tout à fait d'accord. C'est ça l'objectif de tout parti politique. Et lorsque vous arrivez dans on a notre constitution qui permet à un président de pouvoir faire 10 ans après son deuxième mandat, donc, et que vous arrivez à la 8e année de votre 10e année ou 7e année, vous commencez à parler d'un changement de constitution qui vous permettrait de pouvoir continuer aux affaires. Ça, c'est une Il n'a pas manœuvre. dit ça continue les affaires. Il dit non, je ne suis pas là pour que vous changez la Constitution pour le troisième mandat. Est-ce que, M. Kabongo, peut-on parler des changements de la Constitution sans faire référence à ce que Félix n'a pas dit? Pour dire, il n'a pas dit que je veux un troisième mandat. Est-ce qu'on peut parler de la Constitution, changement de la Constitution ou renforcer la Constitution sans faire référence au troisième mandat hypothétique de Félix Antoine Tshisekedi? C'est pas possible à ce stade. Parce que Comment? c'est pas possible à ce stade de le départager. Parce qu'il est dans la 8e année de son mandat présidentiel. Donc, Donc, il n'a pas le droit de proposer changement de constitution puisqu'il est au deuxième mandat, au dernier mandat. il pourrait le faire à condition qu'il rassure les Congolais qu'il ne sera pas candidat. Il a dit. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je ne suis pas quémandeur. Il l'a dit à haute voix. Mais sauf, vous n'avez pas dit toute la phrase, mais sauf si le peuple le demande. Or, le peuple demande qu'il n'en veut pas. Vous comprenez? OK. Un opposant ici. OK, alors je comprends, je comprends. Donc, du moment que Félix est au dernier mandat, en tant que président de la République, en tant que Congolais, lui, on lui interdit de penser à la révision constitutionnelle puisqu'il est en fin mandat. C'est vraiment rocambolesque. Hein? Alors, à l'inverse, M. Kabongo, faut-il rejeter toute l'idée des réformes constitutionnelles simplement
parce qu'elle pourrait être interprétée comme une tentative de prolongation du pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi? J'ai répondu, comme j'ai répondu tout à l'heure, je vous ai dit, une révision constitutionnelle n'a pas de problème. Ils peuvent réviser tous les articles qui veulent. Mais toute autre chose est vue comme une tentative politique de pouvoir prolonger le mandat du président Félix Tshisekedi. OK. Alors maintenant, nous tendons vers la fin. Parlons maintenant de cette histoire de la loi référendaire. Puisqu'on ne peut pas parler des changements de constitution, selon la constitution, permettez-moi la tautologie, on ne peut pas parler des changements de la constitution sans parler du référendum, on ne peut pas parler du référendum sans parler de la consultation de la population. Et la loi référendaire vous dit que non, il faudrait d'abord que la population soit informée. Et le processus est tel qu'il faudrait d'abord qu'on puisse avoir d'abord la nouvelle constitution, il faut la divulguer, il faut la traduire dans toutes les langues nationales, il faut sensibiliser et éduquer la population et enfin seulement passer au référendum ou au vote. Combien de temps ça nous prendra ça? Non, c'est un processus. Ça prend combien de temps? Puisque c'est un long processus. Jusque-là, on est au point zéro, puisqu'on est en train de parler de la loi référendaire. Et la référendaire. Si la loi référendaire est adoptée, promulguée, il faudrait maintenant commencer par avoir le texte. Pour avoir le texte de la Constitution, ce n'est pas une histoire qui s'est faite du jour au lendemain, monsieur le politicologue. Mais moi, je sais que la nouvelle constitution est sous les manteaux de certains. Donc, elle est déjà prête. Donc, ils peuvent la sortir d'ici un mois ou deux. Elle est déjà traduite dans plusieurs langues. Je vous dis qu'ils sont prêts. Ils sont prêts? OK. Alors Ils sont là, prêts. C'est ça pour ça facilite. c'est pour ça que je vous dis que nous sommes dans une manœuvre politique et non une manœuvre républicaine. OK. Alors, maintenant, dans cette loi, ou bien sur le changement de la Constitution, quelle est la place de l'opposition et de la société civile si tu nous dis avec certitude que le document est déjà prêt? Alors, quelle est la place de l'opposition, puisqu'ils sont politiques, et la société civile, puisqu'ils représentent quand même une frange de la population? Ça veut dire, On a fait fi de leur existence ou quoi? oui, on les a roulés dans la farine, c'est tout. Écoutez, je vais vous donner permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Nous connaissons des gens, je connais des gens avec qui sont aux affaires pour l'histoire, ayant milité ensemble. Et voilà leur état d'âme. Dominique, on sait que ça va poser problème. Mais notre objectif, c'est de faire passer et de limiter la casse. Mais nous n'allons pas reculer. Ça, c'est très dangereux. Mais c'est ça leur état d'âme. OK. C'est comme ça que je peux résumer et j'utilise cette petite parenthèse pour répondre à votre question. Donc, nous Très sommes bien. en face de nos confrères qui ont perdu la tête. Et nous devons absolument... Alors, tu veux dire qu'ils sont ivres du pouvoir? Tout à fait. C'est ça. C'est ça. OK, alors, comment éviter que ce débat ne devienne un simple affrontement entre les partisans et les opposants de Félix Antoine Tshisekedi et que le Congo puisse être prévalu et sa constitution puisse être un document qui va conduire ce pays dans son développement et surtout dans sa paix? Voilà ce qu'il faut faire. Ça se résume en en un seul mot, la transparence. Donc, pour ma part, bon, voilà comment j'explique cette chose. Pour La vraiment transparence de la part de... ceux qui sont aux affaires, c'est eux qui conduisent les choses, c'est eux qui conduisent les débats et qui ont les manettes pour faire tout ce qu'ils font. Ce n'est pas OK, l'opposition qui fait passer les lois référendaires. Voilà. Donc, OK, allez-y. pour ma part, ce que je souhaite, c'est que s'il y a véritablement la volonté de mettre la RDC, si on peut dire, sur les rails, vers un avenir radieux, socio-développement économique et tout ça, c'est-à-dire ceci, il faudrait créer une commission ad hoc mixte où
remplis simplement des scientifiques, pas des personnes politiques, donc complètement apolitiques, qui vont prendre la constitution actuelle, qui vont prendre la constitution proposée, d'accord? Ils vont l'étudier, les éléments de référence qui sont semblables ou adoptables, vous comprenez? Et de là, fusionner leurs idées, sortir un texte et présenter ce texte de manière, encore une fois, transparente à toute la population. Voilà ce que nous proposons. Voilà ce que nous avons trouvé. Ayant été aux affaires, voilà ce qu'il y a. Qu'en pensez-vous? De manière transparente. Pourquoi, comme vous le dites? Parce que ce pays nous appartient tous. Je ne pense pas qu'il y ait un Congolais sur cette terre, conscient, je veux dire, qui ne s'engage pas dans une démarche politique, mais plutôt républicaine, qui peut refuser un bon sens, un projet de bon sens lorsqu'il lui est présenté. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous avons, le pouvoir étant ce qu'il est, qui l'enivre, on a vécu ça en 2015-2016. Le gouvernement passé ne voulait pas partir. Il a dû partir par la force. Aujourd'hui, c'est bien dommage que 10 ans plus tard, ce sont nos frères qui refont la même chose. OK. Alors, nous tendons vers la fin, lentement mais sûrement. Si M. Dominique Kabongo de DDK devenait conseiller du président Félix-Antoine Tshisekedi, quelle méthode recommanderait-il au président pour que le Congo avance en termes de dialogue inclusif et de changement de la Constitution? Dominique Kabongo dirait au président Félix Tshisekedi ceci. L'œuvre, la construction d'une république, ce n'est pas tout démolir et puis reconstruire. C'est plutôt y aller de manière progressive. Il y a eu des pas qui ont été posés par tous les présidents qui sont passés, bien ou mauvais. Positionnons-nous, appuyons-nous sur ces ponts-là, ces piliers-là, pour faire avancer la cause des Congolais. Arrêtez d'écouter tous ces bois morts qui n'ont plus rien à offrir à la République, qui vous font croire que vous êtes un semi-dieu. Et ils vous emmènent véritablement vers une catastrophe pour leur gain de cause personnelle. Arrêtez de faire ça. Prenez le courage. Vous êtes président de la République. Votre héritage, c'est l'histoire qui va le juger. Ce n'est pas nous. Chacun aura sa définition des choses. Mais gérer un pays comme la République démocratique du Congo, c'est complexe et ce n'est pas évident. Mais il ne sert à rien, surtout pas par rapport à votre héritage, même, je peux dire, biologique, de quelqu'un qui a combattu, en l'occurrence, votre père, le président Étienne Tshisekedi, Étienne. que les choses viennent, la RDC vient imploser à vos mains, parce que c'est ça qui va arriver malheureusement. Alors, si nous voulons éviter tout ça et que nous sommes dans une logique de bienveillance, il faudrait revenir à la raison. Moi, je comprends, parce que ayant milité avec Félix Tshisekedi dans l'UDPS à l'époque, je peux lire parfois des choses qu'il essaye de faire. Je les comprends, je le vois venir le connaissant. Mais seulement le problème se passe toujours dans la méthodologie d'approche. Et cette méthodologie d'approche, ça s'étudie par rapport à son entourage. Parfois, il a la volonté, je ne voudrais pas commencer à être explicite, parfois il a la volonté de faire certaines choses, mais il n'arrive pas à les faire parce que, tout simplement, il manque une méthodologie d'approche, malheureusement, de lui-même et de son entourage. OK. Bientôt 8 ans de Félix-Antoine Tshisekedi à la manette du pouvoir. Quelle cote lui donnerez-vous sur son travail, sur tout le plan, pour aller politique, social et même diplomatique? Bon, je me réserve par rapport à cette question. Alors, comme vous réservez, on avance. Maintenant, une question simple. Je voudrais vraiment vous donner quelques minutes pour vous puissiez élaborer votre réponse.
Aujourd'hui, Tshisekedi connaît Dominique Kabongo très bien. Il dit, OK, combattant, viens travailler à mes côtés. Quelle sera la réponse à M. Tshisekedi qui viendra de Kabongo? Non, écoutez, moi je suis un républicain d'abord, un républicain, ensuite un homme politique. Comprenez? Donc les intérêts de la République sont beaucoup plus, priment beaucoup plus que nos différences individuelles. Si aujourd'hui le président Tshisekedi recourir vers moi, je vais l'écouter, savoir c'est quoi les besoins, puisque c'est lui qui est le président de la République. Il sait à quoi il a affaire. J'écouterai et je lui dirai, je lui donnerai mes recommandations. J'ai dit ceci, M. Tshisekedi, il pense, il sait que Kabongo peut nous aider. Viens travailler avec nous, tu es ministre, par exemple, de cela à l'intérieur, ou bien, surtout là où il y a un très sérieux problème au Congo, c'est le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité. C'est vraiment un problème, et au niveau aussi du ministère de la Défense, ce sont les deux ministères qui posent beaucoup plus de problèmes. Aujourd'hui, on fait recours à vous. Qu'est-ce que vous direz? Certainement, je lui présenterai d'abord mon plan d'action. Par exemple, parlons de l'intérieur, tout simplement. Donc la réponse d'abord, c'est oui. Non, je suis ouvert. La réponse n'est pas nécessairement oui. Je suis ouvert à l'écouter. J'ai dit, voilà, il me dit non, Dominique, voilà, j'ai besoin de toi, par exemple, à l'intérieur, compte tenu de l'expertise qu'il connaît, que nous connaissons. Je dis, OK, très bien. Voilà, j'ai étudié, voilà ce que je peux faire. Est-ce que j'aurai la possibilité de faire ça pour le peuple congolais? À partir de là, on peut avancer dans la constitution. Parce que moi, je vous dis très sincèrement, vous me connaissez depuis longtemps et on se connaît très bien. Moi, le pouvoir ou les postes pour les postes, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce que je parle ici de Dominique. Non, Parlons d'abord de ce que donc, votre plus. Ce n'est pas que vous voulez le pouvoir ou pas. Moi, mon problème, c'est que on fait recours à vous par Christian Tshisekedi. Vous venez là-bas. Qu'est-ce que vous allez amener à la table? C'est ça ma question, monsieur. Non, ce que j'amène à la table pour la République, ça, c'est moi et Félix qui allons discuter. Moi et le président Félix qui allons discuter de ça. Je ne vais pas le dire sur la place publique quand même. On va voler mes Non, idées. vous dites, nous avons au moins 3 ou 4 ministères qui posent sérieux problèmes, qui constituent les piles sous les pieds du gouvernement de Christian Tshisekedi. Si ces gens-là, ils savaient ce qu'ils faisaient, le Congo ne devrait pas être là où il est aujourd'hui. Tout à fait d'accord. Quand on parle des ministères de l'Intérieur, l'insécurité est généralisée au Congo, à part la guerre qui est à l'Est. À Kinshasa, il y a la guerre toujours, de Kuluna, vous allez au Katanga, on est en train de casser les maisons chaque jour, vous allez dans le Kassai, la même chose. Donc, partout, il y a l'insécurité. Tout à fait. Bon, tout à fait. Vous avez un ministère où ils prennent, ils relativisent tout. J'ai suivi une vidéo des chefs de bourgmestres d'Nsélé. Il vous dit que nous avons des incompétents comme policiers. Et je me demande s'il y a les policiers qui sont bien formés dans ce pays. Et le ministre, il s'occupe beaucoup plus à dicter ses vouloirs au gouverneur que s'occuper de la sécurité de la population. Ce sont les grandes orientations que je veux qu'on parle, monsieur. Oui, mais ça, ce serait peut-être le sujet d'une autre émission, hein, monsieur. Donc, mais pour parler de tout ça, mais je vous ai dit que j'ai toujours été disposé à l'écoute. Vous n'êtes pas la première personne qui formule cette question-là. Et moi, j'ai toujours dit, je suis disposé. Je suis disposé à écouter et à proposer quelque chose de concret, mais à lui, pas à quelqu'un d'autre, parce que je sais comment ça se passe. OK. Merci bien. Alors, monsieur Dominique Kabongo, oui. C'est avec plaisir qu'on s'est retrouvé aujourd'hui après des multiples renvois à cause de mon état de santé, bien entendu. Mais voilà, aujourd'hui, je peux m'asseoir pendant plus d'1 heure. Que Dieu soit loué. Je vous remercie très sincèrement pour cette prestation et espérant vous retrouver encore très prochainement dans un autre numéro. Merci et à la prochaine. Merci donc, c'est toujours un plaisir. Merci bien et je suis content de voir que la santé tient très bien. Effectivement, Dieu est grand et merci bien. OK. Bye. À vous tous qui nous suivez du début jusqu'à la fin, je voulais dire ce qui suit. Ce débat sur le dialogue national et sur le changement de la Constitution dépasse les intérêts d'un parti politique, d'un président de la République et surtout d'une opposition quelconque. Au fait, il pose une question simple.
quelle République démocratique du Congo voulons-nous construire pour les générations futures? Ensuite, je dirais ce qui suit. S'il doit y avoir un dialogue national inclusif, il doit être clairement défini, il doit être inclusif et surtout officiellement organisé. Il doit passer par les institutions du pays. Alors, s'il doit y avoir une nouvelle constitution, les Congolais doivent savoir pourquoi elle est nécessaire. C'est qu'elle va changer dans leur quotidien national. Quelle garantie elle offre pour la démocratie d'aujourd'hui et de demain pour ne pas revenir encore sur le même chemin de changement de constitution? Car une constitution ne doit pas être écrite pour un homme, pour un camp politique ou un groupe de politiciens, ou pour une échéance électorale seulement. Elle doit servir la République démocratique du Congo, elle doit protéger ses citoyens et surtout renforcer l'État. C'était Regard sur la République démocratique du Congo, une émission de Makolo Digital Radio-Télévision qui émet depuis notre City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, qui espère vous revoir très prochainement dans un numéro qui vous sera très agréable. Merci donc de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Merci d'être fidèle à votre radio-télévision avec votre serviteur Don Kayembe. À très bientôt pour un nouveau regard sur la République démocratique du Congo. En attendant, ciao! Et avant de vous quitter, un proverbe. Toujours combattu, quelquefois battu, jamais abattu. À la prochaine.